Bonjour, est-ce que vous pourriez vous présenter s'il vous plaît? Je m'appelle Vincent, je suis chercheur en santé publique et je suis aussi psychiatre. J'ai été formé à la PHM et à l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille. Et aussi, j'ai eu la chance d'être accueilli à l'Université d'Yale en 2003, pendant un an, où j'ai été formé aux approches orientées rétablissement et à la recherche plutôt qualitative. Alors, qu'est-ce qu'une bonne pratique? Alors, une bonne pratique, c'est une pratique qui répond à 4 critères. Un premier critère, c'est qu'elle est reconnue comme une bonne pratique par les professionnels qui la pratiquent, qui la trouvent meilleure que les autres. Le deuxième critère, c'est qu'il y a eu une évaluation scientifique rigoureuse, répétée dans le temps, qui à chaque fois démontre une efficacité supérieure à la pratique habituelle. Donc une bonne pratique, elle se définit par une pratique plus ancienne qui est moins bonne. C'est une comparaison en fait. Mais le troisième critère, c'est que les personnes qui en bénéficient considèrent que c'est une pratique qui est à la fois respectueuse de leurs droits, hein, donc on dit il y a evidence-based et il y a right-based. C'est une pratique basée sur les preuves scientifiques et c'est basé sur le respect des droits. Il faut bien garder les deux, puisqu'en santé mentale, on a une problématique très spécifique, c'est qu'on a du mal à respecter le droit des personnes, qui est une pratique coercitive, violente, et qui produit du trauma. Et du coup, il faut faire attention et prendre conscience de ça et réfléchir comment on peut produire des pratiques les moins violentes et les moins traumatisantes possibles. Parce que quand même, la médecine, c'est en premier ne pas nuire. Et il se trouve qu'en santé mentale, et notamment en psychiatrie, on a beaucoup nuit aux gens. Voilà. Et on est en train de prendre conscience de ça et de se réformer. Et les bonnes pratiques, elles nous aident aussi à être moins violents, à être moins coercitifs inutilement. Et à mieux respecter les besoins et les droits des personnes. Et la quatrième, c'est que les pouvoirs publics et les politiques se saisissent de ces bonnes pratiques et les diffusent, de manière à ce qu'on puisse en voir l'impact en termes populationnels, en termes de politique publique. Parce qu'une bonne pratique, c'est, je vais vous donner un exemple très clair, c'est si vous faites une très bonne pizza dans un petit village italien, mais que personne ne la connaît, tous les gens du village vont dire ça, c'est la meilleure pizza du monde. Mais comment on le sait en fait? On le sait le jour où cette pizza, elle est faite dans le monde entier, tout le monde dit c'est la meilleure pizza du monde. Tant qu'il n'y a pas une diffusion large et qu'il y a un consensus large et que ça devient une politique publique, on ne sait pas si c'est vraiment une bonne pratique. On imagine que oui, parce que quand on la teste à large échelle, on peut aussi voir des limites, elle peut aussi progresser, elle peut aussi faire l'objet d'adaptations positives ou de constats que certaines parties de la pratique sont inutiles ou à améliorer. Toujours l'exemple de la pizza. Si vous faites une pizza, vous êtes un super pizzaïolo, mais vous êtes incapable d'expliquer comment vous faites la pâte, comment vous faites la sauce tomate, où vous allez acheter la mozza, comment vous faites planter le basilic, elle n'est pas reproductible votre pizza. Donc du coup, elle ne se diffuse pas. Donc il faut vraiment être capable déjà de modéliser en fait votre modèle interventionnel. Et ben, l'évaluateur, il va regarder, est-ce que vous faites toujours la même pizza? Est-ce qu'elle est toujours bonne? Pourquoi elle est toujours bonne? Dans quel four vous la faites? Etc. Et il va la faire tester par plein de gens, à plein de moments différents, à différents moments de l'année, pour vérifier si la tomate, comment vous faites pour avoir une bonne tomate toute l'année, etc. Tous ces enjeux-là, est-ce que ça dure dans le temps? Est-ce que vous faites toujours une bonne pizza? Peut-être que vous avez fait une bonne pizza pendant un an ou deux, et puis finalement, le niveau il a baissé. Bon, ben, l'intervention, c'est pareil. Et donc ça, et puis après, est-ce que vous êtes capable de le faire dans un autre pays? Est-ce que quelqu'un est capable une autre personne est capable de la faire, cette pizza? Et donc, c'est la question de la reproductibilité, de la durabilité. Et est-ce qu'elle est faisable? Est-ce qu'on trouve des aliments partout pour la faire? Est-ce que c'est pas trop cher? Est-ce que c'est efficient? Est-ce que c'est un rapport coût-efficacité qui est intéressant? Donc ça, c'est les approches scientifiques d'évaluation. Et puis, est-ce que les gens sont contents? Parce que vous dites qu'elle est super bonne, mais est-ce que les gens, ils en reveulent? Est-ce que c'est bon pour eux? Je vais vous donner un exemple qui est très connu dans le monde de l'évaluation, c'est les compétences psychosociales. Les compétences psychosociales, c'est des programmes éducationnels qui ont été petit à petit développés dans les années 60-70 et qui ont fait l'objet de méthodologies évaluatives modernes. D'ailleurs, les sciences de l'évaluation se sont construites dans les sciences de l'éducation. Et ces programmes ont montré une efficacité absolument extraordinaire, et notamment au niveau médico-économique.
$1 investi jusqu'à 7-8 dollars récupérés. Et à tel point d'ailleurs qu'un prix Nobel d'économie, Ekman, considère aujourd'hui que c'est le programme social le plus efficient et qui rend le plus riche les sociétés. Bon, c'est des modèles éducatifs assez simples, hein. Pour le résumer, c'est notre modèle dominant depuis des milliers d'années au niveau éducatif, c'est la punition, la récompense et la compétition. Ça ne marche pas. Voilà, c'est pas ça qui permet de bien apprendre. En fait, les modèles qui marchent bien, c'est la négociation, la coopération et l'autonomie. Donc ça n'a absolument rien à voir. Et les sociétés, les groupes, les enfants qui bénéficient du modèle négociation, coopération, autonomie ont des résultats. D'abord, on a un développement du cerveau bien meilleur et surtout, ont des résultats scolaires et de trajectoire de vie radicalement différents. Ils ont une meilleure santé, ils ont moins de troubles de santé mentale, ils ont moins de troubles somatiques, moins de diabète, moins de cancer, moins de maladies auto-immunes. Ils sont plus riches au niveau économique, ils sont plus riches au niveau capital social et ils ont une meilleure espérance de vie. Donc, si vous voulez, c'est des programmes et les gens sont heureux. Et les pays qui ont adopté ces systèmes éducatifs sont les pays les plus heureux du monde. Donc on voit bien que ça, on est parti d'un tout petit programme qui finalement ne paraissait pas très important et qui a un impact social majeur. Il y a une circulaire qui est sortie l'été dernier, je crois, ou en 2022, qui encourage au niveau interministériel de développer les compétences psychosociales dans tous les domaines, l'éducation, mais aussi le travail, la santé, enfin voilà. Pourriez-vous nous donner un exemple de bonne pratique en santé mentale qui a été déployée avec succès en France et qui vous aurait impliqué? Et comment analysez-vous cette réussite? Il y en a plusieurs, mais on va dire que c'est la plus connue, c'est le programme Un chez soi d'abord. Donc moi, j'ai été formé à la psychiatrie de rue à Yale en 2002-2003 et j'en ai fait ma thèse. Et je suis revenu en France et j'ai décidé de monter une équipe de rue, mais orientée rétablissement. Et il se trouve que quand on a commencé à travailler dans la rue, on s'est vite rendu compte que la question du logement était bien plus prépondérante et première que la question de l'accès à des traitements ou à des psychothérapies. Et il se trouve qu'aux États-Unis, il y avait un programme qui avait été développé au départ à New York dans les années 90, qui s'appelait Housing First, et qui marchait très bien, et qui était de l'accès au logement direct depuis la rue pour des personnes qui avaient des troubles psychiatriques sévères. Et donc, on est arrivé à convaincre l'État de mettre en place un essai randomisé multisite pour produire des données de preuve que ce programme-là était plus rentable que les offres habituelles de lutte contre le sans-abrisme, qui était principalement basé sur de l'hébergement d'urgence et de l'hébergement sous condition et de l'hébergement non pérenne. Donc, la définition de l'hébergement, c'est qu'il est non pérenne. Dans les CHRS, c'est 6 mois renouvelables 6 mois. Et nous, ce qu'on proposait, c'était du logement ordinaire, pérenne, à vie, avec un suivi à vie, en fonction de ce que voulait la personne. Et on savait que les chiffres aux États-Unis étaient plutôt bons, et nous, on savait aussi qu'en France, on hospitalisait beaucoup les gens, et que donc on allait produire probablement des données médico-économiques très intéressantes. Puisque une journée à l'hôpital, c'est 600 €, et une journée d'accompagnement dans le logement, l'accompagnement plus le logement, c'est 60 à 70 €. Et effectivement, alors, il y avait la question de la faisabilité. Est-ce qu'on allait arriver à capter les logements? Est-ce qu'on allait arriver à former les équipes à ce type d'intervention? En plus, on a quand même mis dans les équipes Un chez soi d'abord une approche orientée rétablissement, qui est une approche de santé mentale qui se base beaucoup sur la capacité des personnes à se soigner et sur l'idée très forte que ce n'est pas les médecins qui soignent les gens, mais c'est les gens qui se soignent. Et qu'en fait, les médecins et les soignants en général, que ce soit les infirmiers, les kinés, sont là pour apprendre aux gens, les conseiller, leur donner des outils, mais que c'est la personne qui se soigne. Et ça a l'air de rien, mais en fait, ça change tout en termes d'approche. Parce que du coup, c'est pas une approche descendante, c'est pas une approche de... les soignants n'ont pas le pouvoir, hein, ils ont un savoir théorique qu'ils transmettent à la personne qui, elle, en fait une pratique pour elle. Voilà.
Et les résultats ont été plutôt bons. Donc on a commencé l'étude en 2011, on a produit les premiers résultats en 2016 et en 2017, le nouveau président a décidé de généraliser cette expérimentation pour en faire une politique publique de lutte contre le sans-abrisme. Et donc le sans-abrisme est passé d'une politique d'hébergement à une politique de logement d'abord. Aujourd'hui, il y a à peu près une quarantaine d'équipes chez Soi d'abord dans 38 villes. Et c'est encore en train de se diffuser. Est-ce que vous avez travaillé sur d'autres bonnes pratiques dont le déploiement plus massif aurait échoué, au contraire? Et comment vous analysez ça? Alors, moi, je ne vois pas les choses en termes d'échec ou de succès. Parce que par exemple, chez Soi d'abord, je pourrais vous parler des échecs. Il y a des échecs. Mais parce que c'est un process, en fait, c'est long. Changer de pratique, ça prend 1 ou 2 générations. Je vous donnais l'exemple de la Suède, qui a mis en place, qui a été le premier pays à mettre en place un programme de lutte contre les violences éducatives ordinaires et de développer des programmes de compétences psychosociales. Ça a mis 30 à 40 ans. Donc c'est juste que le temps de la santé publique, le temps du changement est un temps long. Voilà. Comment ça s'est passé alors en Suède, par exemple, en Suède, c'est une ONG, cette approche. C'est une ONG qui s'appelle Save the Children, qui a fait du lobbying auprès du gouvernement de l'époque pour faire voter une loi de pénalisation des violences éducatives ordinaires. Les violences éducatives ordinaires, c'est « je suis violent avec mon enfant pour son bien ». Je lui donne une fessée, c'est pour son bien. Il y a plein de théories bien relayées d'ailleurs par les différentes religions monothéistes. Toutes, alors, pour le coup, elles sont toutes responsables. Si tu frappes ton enfant, ça va lui faire du bien, ça va l'endurcir, il va mieux résister. Il y a cette idée un peu que nous, aujourd'hui, on considère comme saugrenue et vraiment très étrange, mais qui circule encore. Que l'enfant, il aurait besoin de vivre de la violence de la part de ses parents pour le préparer à la vie. Il y a cette idée, cette croyance, cette pratique. Et donc, quand la loi a été votée, une majorité des Suédois, notamment les papas, étaient terrorisés à l'idée de ne plus pouvoir frapper leurs enfants. Ils disaient, mais comment on va faire? Si on ne frappe pas nos enfants, ils vont tous aller en prison. Alors moi, je dis toujours, résultat, 30 ou 40 ans après, les prisons suédoises sont vides, quoi. Donc c'est rigolo. Et surtout, les prisons suédoises sont parmi les prisons les plus accueillantes et les plus intelligentes et les moins maltraitantes du monde. Et après, cette politique publique, elle s'est étendue à tous les pays scandinaves, notamment au Danemark, en Finlande, en Norvège. Même si la Finlande n'est pas un pays scandinave. Donc ça prend du temps. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Aujourd'hui, vous posez une question à un parent d'un de ces pays, il vous dit, mais frapper un enfant, c'est pas possible, quoi. D'ailleurs, le taux d'enfants qui témoignent d'avoir eu des expériences de violence physique de la part de leurs parents, c'est inférieur à 10% dans ces pays-là. Alors que nous, on est à 80%. Donc nous, on a voté cette loi en 2019. Comment on accompagnait les parents à ces changements de... Il y a eu plein de campagnes de sensibilisation, il y a eu des formations tout au long de la vie, les écoles aussi se sont formées, les enseignants se sont formés, tout le monde s'est formé en fait. Et ça a été une dynamique, un apprentissage collectif progressif. Voilà, c'est un changement de mode de vie, de mode de vie relationnel. Et c'est intéressant parce que on sait aussi, nous, aujourd'hui, qu'avec les problèmes écologiques, il va falloir qu'on change notre mode de vie. On est tous en train d'y réfléchir, on le sait. On va plus pouvoir prendre l'avion, il va falloir qu'on consomme moins, il va falloir qu'on se déplace autrement, il va falloir qu'on mange autrement, il va falloir qu'on vive autrement. On a du mal à le faire, mais on va le faire. Voilà, on va y arriver. Parce qu'on a envie d'être heureux. Est-ce que les conditions de la réussite, ou la condition de la réussite, finalement, c'est pas le soutien des pouvoirs publics? D'après ce que vous dites, ça semble être indispensable. C'est des interactions. C'est des interactions entre des citoyens lambda, j'allais dire, de la base, qui découvrent une pratique, ou souvent qui l'inventent pas, souvent qui la découvrent ailleurs, et qui se mettent à la pratiquer et qui arrivent petit à petit à sensibiliser, à convaincre
les pouvoirs publics que cette pratique est productrice de bien-être et de richesse. Mais pourquoi les pouvoirs publics n'ont pas adopté la même loi, par exemple, que les pays scandinaves, alors que toutes les preuves, tous les faisceaux de preuves montrent à quel point ça a été efficace? Alors, je pense que le changement est coûteux. Voilà, je pense que le changement est coûteux, c'est un risque politique. Rappelez-vous la peine de mort. La peine de mort, c'était pas politiquement intéressant. Les gens ne voulaient pas abolir la peine de mort. Mais finalement, après, ils ont été très contents. Donc, je pense qu'il y a une difficulté, il y a une peur du changement. Voilà. Il y a une peur du changement, il y a des croyances. Le cerveau humain, notre cerveau, lui, son boulot, c'est de vous économiser de l'énergie. Donc, il n'est pas pour le changement. Le changement, il doit être rentable pour lui tout de suite. Or, le changement, il est souvent rentable à moyen terme. Le cerveau, il n'a pas de vision à moyen terme. C'est votre conscience qui peut en avoir une, quoi. Et donc, c'est d'abord un combat entre soi et soi. Un dernier mot sur votre plateforme de bonnes pratiques sur lequel vous travaillez. C'est un projet qui s'appelle Combo. Vous pourriez nous en dire quelques mots? Alors, Combo, ça veut dire communauté de bonnes pratiques. C'est un projet que je travaille dans un collectif depuis 2018, je crois, ou 2019. C'est lié au départ, c'était quand j'ai travaillé pendant 3 ans et 4 mois à l'agence régionale de santé de PACA. Et à un moment donné, on m'a demandé d'animer les projets territoriaux de santé mentale, qui était une politique très intéressante, participative, où on demandait aux acteurs de terrain de construire des politiques de santé mentale. Et l'État avait prévu de mettre en place une sorte de liste de bonnes pratiques, ce qu'il n'a jamais fait. Et du coup, on a été très embêtés, nous, pour accompagner les acteurs. Et du coup, on s'est dit, on va le faire nous-mêmes, nous, l'ARS PACA. Et puis, on a contacté l'ARS Nouvelle-Aquitaine, et puis on a commencé à échanger autour de ces sujets-là. Et du coup, on a eu cette idée d'abord de faire une plateforme Internet qui recense, qui décrit, avec 5 niveaux, c'est-à-dire un premier niveau où c'est une petite vidéo très simple qu'un enfant de 10 ans peut comprendre, sous-titrée en français, etc. Un deuxième niveau plutôt pour les professionnels, qui décrit la pratique. Un troisième niveau qui est plutôt le niveau de preuve scientifique, pour qu'on sache est-ce que le niveau de preuve est élevé, est-ce que c'est une pratique, quel est le niveau de confiance qu'on peut faire à cette pratique. Un quatrième niveau qui est plus les articles scientifiques et les articles de description. Donc là, on rentre dans déjà des gens qui veulent se former en fait, et se sensibiliser. Et après, c'est le 5e niveau, c'est vraiment une fiche technique d'implantation. Comment on fait en fait, comme vous montez une table Ikea. Voilà. Et après, l'idée, on s'est dit que ça suffisait pas et qu'il fallait créer des communautés de gens qui veulent pratiquer cette pratique avec une équipe qui la pratique déjà et qu'on va aider à monter en compétence pour transférer le savoir et accompagner à l'implémentation. Parce que si vous voulez, dans le changement, il y a deux phases qui sont difficiles, qui sont peu pensées. C'est la question de le transfert de savoir. Comment on explique à des gens, comment on transfère son savoir à quelqu'un d'autre. Et on le voit bien quand on élève des enfants, c'est pas facile. Souvent on dit mais quand même, on devrait comprendre. Et non, les enfants ils ont besoin de faire les mêmes erreurs que nous, ou de faire leurs erreurs à eux. Donc il y a vraiment un apprentissage par l'erreur, il faut l'accepter. Et les processus d'implantation, c'est-à-dire comment, une fois que vous avez acquis le savoir, comment vous le mettez en pratique. Parce que le savoir, c'est pas juste comprendre des choses, c'est savoir les faire. Et donc ça aussi, c'est une fois que vous avez fait assez d'erreurs, vous avez vraiment envie d'apprendre un geste particulier, vous dites ok, bon, j'ai essayé plein de gestes différents, ça marche pas, je vais apprendre le geste qu'on m'a proposé, il a l'air bien finalement. Je suis d'accord, là, je me suis assez blessé, peut-être que les carottes, il faut les couper comme ça. Mais c'est pas parce que vous décidez de les couper comme on vous a dit de les couper que vous allez y arriver tout de suite. Et donc là, il y a tout un processus d'accompagnement avec des prises de risques et des processus d'évaluation qui permettent, et ça prend encore du temps. Et je vais vous donner un exemple très concret, le programme Un Chez Soi d'abord. Oui, il y a peut-être 38 ou 40 équipes qui sont financées pour faire de l'accompagnement Chez Soi d'abord, mais il y en a qui ont un niveau de compétences et d'intervention qui est élevé, d'autres qui sont en train d'apprendre et qui ne font pas du tout, qui sont pas du tout encore
des intervenants aguerris et qui maîtrisent notamment l'approche orientée rétablissement. Et si on peut parler d'un échec, en tout cas de quelque chose qui prend du temps, en France, c'est les approches orientées rétablissement et notamment l'implication du savoir expérientiel dans les pratiques de santé mentale et les pratiques de santé en général. C'est quelque chose qui reste difficile, et malgré le fait qu'on a recruté le premier travailleur pair en santé mentale salarié d'un hôpital en 2007. Ici, la PHM. Ici, à la PHM, c'est Hermann Handel-Huber. Aujourd'hui, il y a des centaines de travailleurs pairs en France. Il y en a en santé mentale, il y en a en addicto, il y en a en cancéro, il y en a dans toutes les spécialités, toutes les maladies chroniques. D'ailleurs, ils ne sont pas toujours salariés, ils sont souvent bénévoles. Ça reste quand même un savoir qui est peu compris, peu utilisé, peu sous-valorisé et sous-utilisé. Et que donc ça, c'est tout un travail qui reste à faire. Sur Combo, où est-ce que vous en êtes du développement de cette initiative, de cette plateforme? Combo, ça s'est développé grâce à l'ARS PACA et à l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Et donc, on a créé une plateforme Internet. Et au moment où on devait lancer la communauté de bonnes pratiques, il y a eu le Covid. Et le projet s'est arrêté. Aujourd'hui, il n'y a plus de financement. Et donc, on est en recherche de financement. Et là, on est en contact avec une fondation qui est très intéressée pour financer le projet. Parce que avec l'État, on n'y arrive pas. Très bien. Merci beaucoup.